Voilà, donc bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Chers amis, bonsoir. Donc, dans l'objectif d'établir un standard de prise en charge de cette maladie infectieuse qui touche pratiquement tout le monde, qui se répand comme une pandémie mondiale, et sous l'égide de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, le CHU Mohamed VI de Marrakech, l'association des médecins enseignants de Marrakech, nous organisons ce soir une webconférence sur le Covid-19. Cette webconférence sera réalisée avec la participation de nos éminents experts dans le domaine. Cette webconférence se fera sous forme de conduite à tenir, pratique de 5 minutes, avec fiche à la fin, qui sera publiée par l'association des enseignants et distribuée à tous les services pour être un processus à suivre par tous les intervenants dans ce domaine de l'infection à Covid-19. Donc, nous allons donc aborder cette conférence et je donne rapidement la parole au professeur Amin pour vous rappeler un certain nombre de règles qui seront respectées au cours de notre web conférence. À vous la parole. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, on vous entend. Très bien, parfait. Merci pour ce dialogue. Donc, à mon tour de remercier l'association des médecins enseignants du CHU Mohamed VI et de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech de l'université Qadi Ayad d'avoir organisé cette excellente manifestation pour discuter un peu de la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Donc moi, je voudrais juste clarifier 2 ou 3 points pour une meilleure organisation de cette webconférence. La première, c'est que les présentations, comme l'a bien précisé Monsieur le Président, professeur Moutaoukil, qui consistent en des petites présentations pratico-pratiques de 5 minutes chacune, qui seront suivies de 2 minutes de discussion. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette discussion? J'inviterai les participants qui souhaitent poser des questions de le faire à travers l'espace de discussion publique que vous voyez sur votre écran en haut et à gauche. Donc, les collègues qui souhaitent poser des questions le feront par écrit. Alors, les modérateurs se chargeront de transmettre les questions aux orateurs dans la limite du temps imparti pour qu'on puisse un peu gérer les temps. Donc, je demanderai aux participants un peu d'être indulgents si on n'arrive pas vraiment à inclure la totalité des présentations. Un deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est que nous sommes en plein pandémie Covid et une des recommandations de nos autorités est de mettre les bavettes, les masques. Alors, vous allez remarquer que la majorité, sinon l'ensemble des orateurs ne mettent pas de masque. C'est pas qu'on ne respecte pas les règles, mais plutôt parce qu'on est tous dans des espaces individuels. Chacun est connecté pratiquement de chez lui. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de le faire, mais sinon, c'est quelque chose, comme vous le savez, qui est vivement recommandé. Voilà un peu les deux moyens, les 2 points sur lesquels je voulais insister. Je rends la parole à Monsieur le Président pour démarrer la vidéoconférence. Merci, professeur Amin. Donc, cette infection
atteint pratiquement, on a dit, c'est une pandémie. Et donc, je donne la parole directement au professeur Sabbani pour nous parler de l'épidémiologie de cette maladie et surtout de son évolution épidémiologique. À vous la parole, professeur Sabbani. Je vous rappelle que professeur Sabbani est une professeure d'épidémiologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Merci Oustad, merci tout le monde et merci de m'avoir associé à cette webconférence pour vous parler de l'évolution de l'épidémie, bien évidemment, dans notre pays depuis la déclaration des premiers cas. Alors, pour commencer, donc tout le monde le sait très bien, l'épidémie, donc il a eu un point de départ au niveau de la ville de Wuhan, mais depuis le 2 mars, où la déclaration du premier cas importé au Maroc s'est faite, donc on a constaté des notifications de cas progressivement. Le premier cas secondaire au Maroc, c'était le 13 mars 2020. Et jusqu'à les dernières déclarations du ministère de la Santé à 18h, donc je note juste une parenthèse que la présentation il a été faite avant les dernières déclarations, donc il y aurait des chiffres peut-être qui sont différents, mais je vais essayer de faire rapidement donc une mise au point sur ces derniers chiffres. Alors, les déclarations de l'OMS du ministère de la Santé de 18h, on a atteint au Maroc un nombre cumulé de cas de 2564 avec 135 et 281, donc pratiquement le double de sujets guéris. Donc, ceci nous donne un taux de létalité qui avoisine un petit peu la région de MENA, qui est proche de 5,3%. Alors, pour la situation internationale, on le sait très bien, l'épidémie au niveau des autres continents, en particulier le continent européen et le continent américain, elle est plus importante qu'au niveau de la région de l'Afrique, par exemple. En ce qui concerne l'évolution des nouveaux cas confirmés au Maroc, donc on voit très bien que l'évolution elle était progressive au début de l'épidémie, mais ces 2 ou 3 derniers jours, on note un nombre de nouveaux cas qui est plus important, avec aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, en 24 heures, 281, et ceci est expliqué en partie par la découverte de foyers au niveau de certaines unités commerciales dans certaines régions. Pour les cas de décès et les cas rétablis, heureusement, donc les choses se sont inversées. On note actuellement un nombre de cas guéris qui est plus important que les cas décédés. Aujourd'hui, on a eu 32 cas guéris en 24 heures et 5 décès. Et ceci, en partie, est dû à la durée du traitement que mes collègues peut-être vont en parler. Pour les cas cumulés, donc la progression elle était plus ou moins douce au début, mais là on voit une ascension de la courbe. Mais ceci à noter qu'il a été en parallèle avec un ensemble de mesures instaurées, comme vous le connaissez tous. Donc il y avait la fermeture des frontières et l'état d'alerte sanitaire au Maroc avec l'obligation du confinement de la population à partir du 20 mars. Et la dernière mesure, c'était celle du port de masque. On va voir pourquoi ces mesures ils sont importantes pour interpréter l'évolution de la pandémie au niveau local. Pour la répartition dans les différentes régions, la répartition, donc, il montre que la région de Casa et de Marrakech sont les plus touchées avec pratiquement les mêmes pourcentages selon les dernières déclarations de 18 heures, 3% et 26%, suivi des régions de Fès-Meknès et de Rabat-Salé, de la région de Tanger. Mais si on rapporte ces chiffres par rapport à la population, donc de chaque région, on voit que la région de Marrakech, elle est en premier rang avec un taux d'incidence qui avoisine les 13,7 pour 100 000 habitants, suivi de la région de Casa, de la région de Tanger et de la région de Fès. Pourquoi cette évolution, donc l'interprétation de l'épidémie est importante par rapport à ce fameux R0 dont on parle tout le temps. Donc, c'est tout simplement un indicateur en épidémiologie qui nous permet
de prédire l'évolution de l'épidémie à travers le calcul de combien de personnes en moyenne pourront être infectées si une personne est contaminée. Alors, tout simplement, pour expliquer cet indicateur, l'indicateur plus elle est élevé, plus bien sûr l'épidémie elle est importante parce que à partir d'un chiffre de 1, on peut s'attendre à ce qu'un sujet contaminé va infecter un autre et puis ainsi de suite. Mais à partir de 2, on aura une évolution qui est exponentielle. Plus on s'élève, plus l'évolution exponentielle serait plus importante. Et je m'explique là. Supposons que ce R0 il est de 3, puisque actuellement pour le Covid, on parle d'un R0 entre 2 et 4. S'il est de 3, au premier cycle, un sujet malade, il va infecter 3. Au deuxième cycle, ces 3 sujets, ils vont infecter 3 autres, c'est-à-dire on aura 9. Mais à partir du 12e cycle, on peut avoir jusqu'à un demi-million de sujets atteints. Et si on arrive à réduire ce R0 rien que par la moitié, c'est-à-dire s'il est de 1,5, au premier cycle, on aura 1 à 2 sujets, que 150 et vous voyez la différence entre les deux situations qui est tellement important. Et donc, si on veut agir sur l'évolution de l'épidémie, il faut tout simplement arriver à réduire ce R0 à moins de 1. On pourra stopper l'épidémie. Si on prend 100 sujets au début, donc rien que 0,5 pour un R0 de 0,5, ces 100, ils vont infecter 50, les 50, ils vont infecter 25 et ainsi de suite. Donc, on aura maîtrise sur l'évolution de la pandémie. Alors, pour l'interprétation de l'évolution par la suite de notre courbe au Maroc, il faut l'interpréter par rapport à notre capacité à agir sur les facteurs qui vont réduire ce R0. Et ils sont au nombre de 3. Il y a le risque de contracter le virus. Et là, c'est à partir de l'état de l'immunité au niveau de la population. Malheureusement, on ne dispose pas d'une vaccination pour parler de l'immunité actuellement. Et on ne peut pas imaginer qu'on va attendre à obtenir cette immunité au niveau individuel par l'infection de tout le monde. Il y a le nombre de contacts qu'il faut réduire à travers la distanciation sociale, à travers l'isolement. Et ça, c'est une mesure importante parce qu'il va permettre de réduire le nombre d'infections à partir d'un sujet contaminé. La même chose pour tout ce qui est dépistage, diagnostic et prise en charge des sujets malades, parce que ça va permettre de réduire le troisième facteur qui est la durée de contagiosité d'une personne infectée. Ainsi, on pourrait tout simplement aplatir cette courbe qui ne devient plus exponentielle, qui peut être plus longue dans le temps, mais qui va permettre à nos hôpitaux, à notre système de soins de faire face à la prise en charge des malades qui vont se déclarer. Donc, ceci, c'était un bref aperçu sur l'évolution de l'épidémie localement. L'évolution actuelle, donc, si on veut donner juste une petite conclusion, c'est qu'il semble être ralenti et aplati, mais la prédiction future, il va dépendre principalement de la maîtrise des facteurs dont on vient de parler et de la réduction du R0 pour limiter la propagation du virus. Et je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Sbani, de cet aperçu épidémiologique bref et concis. Est-ce qu'il y a des questions? On va se donner 2 minutes pour les questions. S'il vous plaît, une petite remarque. Lorsque l'orateur est en train de parler, veuillez tous désactiver votre micro. Comme ça, il n'y a pas d'interférence. Voilà, professeur Sbani était très concise et très précise, donc pas de questions, tout le monde a compris. Donc on passe à la communication suivante. Évidemment, cette maladie, essentiellement avec atteinte pulmonaire, nécessite un diagnostic précis, un diagnostic pneumologique, et je donne la parole rapidement à professeur Amro, chef de service des maladies respiratoires au CHU Mohamed VI de Marrakech pour nous parler du diagnostic clinique. Il paraît que professeur Amro n'est pas encore en ligne. On peut se donner un petit moment, c'est Amine. Est-ce que tu as des précisions à ajouter sur la communication de professeur Sbani?
Oui, moi j'aimerais, bon, je félicite professeur Sbani pour l'excellente présentation qu'elle nous a faite sur l'épidémiologie du Covid et essentiellement les dernières diapositives qui se rapportent au taux de reproduction du virus qui sont extrêmement intéressantes pour comprendre un peu les mesures avant-gardistes et courageuses que notre pays a entrepris pour justement limiter la propagation de cette pandémie. C'était vraiment quelque chose de très courageux au niveau de notre pays et ça va exactement répandre et essayer un peu de, ça visait de diminuer justement ce fameux R0 pour essayer un peu de contenir l'épidémie vu qu'on ne peut pas compter sur ni l'immunité de la population puisque jamais n'a été en contact avec ce virus-là qui est récent, qui est émergent. Et puis, secondo, parce que on ne peut pas non plus compter sur la disponibilité d'un vaccin qui pourrait nous aider à limiter un peu l'apparition de la maladie. Donc, les seules mesures qui restent possibles dans ces conditions-là, c'est vraiment les mesures qui ont été mises en place par nos tutelles, notamment la distanciation sociale, tout ce qui est mesures barrières, le fait de porter des masques, le lavage des mains, etc., etc. Donc, c'est les seules mesures sur lesquelles on peut vraiment compter pour essayer de limiter et de contre-attaquer vraiment cette pandémie Covid. Alors, professeur Moutaoukil, si professeur Amro peut-être n'est pas là, on pourrait peut-être passer à d'autres présentations. Salam alaikum. Je vais poser une question, s'il vous plaît. Vas-y, professeur Aïtsab. Alors, on a parlé d'une courbe qui est bon, d'une évolution qui est en train de se bon, on peut se permettre de dire ralenti. C'est ça ce qu'a rapporté professeur Sbani. Comment on explique les chiffres d'hier, d'aujourd'hui, vraiment cette flambée qui est là en train de se placer sur le terrain? Merci. D'accord, je ne sais pas, est-ce que je réponds? Vous m'entendez? Allez-y, Madame Sbani, on vous entend. Alors, pour expliquer, pour revenir à la notion de R0, donc c'est une évolution qui peut être exponentielle. C'est-à-dire, si on démarre du 2 mars et on imagine que tous les cas qui se sont notifiés, ils ont infecté en moyenne 2 personnes. Et ces 2 personnes, ils ont infecté 2 autres. Donc, l'évolution actuellement, on est le 17 avril, un mois et plus, l'évolution, elle va être exponentielle et on peut faire des calculs mathématiques pour dire que les chiffres, ils auraient été beaucoup, beaucoup plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que même si on rapporte des cas plus importants de nouveaux cas, mais l'évolution globale de la courbe, il ne nous permet pas de dire que notre évolution elle est comparable à d'autres pays où le R0, ce taux de reproduction, il était très important. Alors, l'explication qui est donnée, c'est justement la découverte de foyers. C'est-à-dire qu'il y a des foyers où la contamination elle est locale à travers donc, des personnes qui se trouvent dans des regroupements, notamment dans la région de Marrakech, c'était dans des unités commerciales comme dans d'autres régions. Mais l'évolution globale de la courbe, c'est-à-dire les cas cumulés depuis la déclaration du premier cas comparé à d'autres pays, il est aplati. Vous pouvez prendre l'exemple de l'Italie, de la France ou de l'Angleterre. L'évolution, elle était beaucoup plus catastrophique dans le temps. Professeur Amro s'excuse, il a un petit problème technique. Le temps qu'on arrive à régler ce petit souci informatique, nous passons à la communication de professeur Sora sur le diagnostic virologique du nouveau coronavirus SARS-CoV-2. À vous la parole, professeur Sora. Je vous rappelle que professeur Sora est chef du service de l'unité de microbiologie au sein du laboratoire de CHU de Mohamed VI de Marrakech.
Non, non, c'est Maintenant, c'est bon. c'est Alors, OK. maintenant, c'est bon. C'est OK, c'est OK, on vous entend. Parfait, très bien. Alors, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de rapporter en 5 minutes les principales lignes du diagnostic virologique de cette infection COVID-19. Vous savez très bien qu'il s'agit d'une infection virale émergente causée par une nouvelle souche de coronavirus qui est associée au syndrome respiratoire aigu sévère qu'on appelle le SRAS-CoV-2. Et c'est un nouveau coronavirus qui a un tropisme respiratoire, digestif et neurologique. Alors, c'est un virus qui est enveloppé. C'est un virus, ça ne passe pas. Alors, je n'ai pas la main pour passer. C'est bloqué. C'est passé pour certains. Oui. On voit les diapos. J'attends toujours que ça s'affiche. Bon, je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Non. Madame Sora, c'est juste une question de temps. Il est en train de charger pour vous la présentation. Comme vous... Parfait. Alors, donc, il s'agit, comme je disais, il s'agit d'un virus qui est enveloppé. Son génome viral, il est constitué par une molécule d'ARN de grande taille qui est directement infectieuse. Il est couvert par des glycoprotéines de surface sous forme de spicules qui jouent un rôle très important dans l'adhésion de ce virus aux cellules respiratoires. Il y a également des protéines membranaires de type M, de type E, une protéine de la nucléocapside, et tous ces éléments-là vont jouer un rôle très important dans la confirmation diagnostique de l'infection. Alors, une fois que l'infection, une fois que la suspicion de l'infection Covid, bien sûr, a été validée, donc des prélèvements respiratoires vont se faire, des prélèvements des voies respiratoires hautes vont se faire systématiquement par écouvillonnage nasopharyngé. L'écouvillon, il est placé dans un milieu de transport et il sera donc placé par la suite dans un système de triple emballage avant d'être acheminé donc au laboratoire. Alors, cet écouvillonnage nasopharyngé va permettre tout simplement de recueillir les sécrétions respiratoires, ces sécrétions respiratoires, en fait, les cellules respiratoires qui sont potentiellement infectées par le virus. Alors, il y a un décalage entre les diapositives. J'essaie d'avancer, mais ça bloque à chaque fois. Alors, il y a plusieurs techniques, quand on parle du diagnostic, il y a plusieurs techniques qui permettent de détecter la présence du virus dans l'organisme. Alors, la technique de référence qui est recommandée par l'OMS est le diagnostic direct par RT-PCR en temps réel. Alors, d'une façon générale, le principe de la PCR, c'est de dupliquer le génome viral en millions de copies pour avoir une quantité suffisante pour pouvoir le détecter. Alors, il s'agit d'une détection qualitative spécifique du génome viral du SRAS-CoV-2 et cette détection elle se fait en 3 étapes importantes. Il y a d'abord l'extraction de l'ARN viral à partir de l'échantillon. Par la suite, cet extrait de l'ARN viral sera mélangé à un ensemble d'ingrédients qui serviront pour l'amplification. Le tout sera mis dans une plaque et cette plaque sera déposée dans un thermocycleur qui va permettre bien sûr l'amplification et la détection. Alors, la PCR, ces techniques de PCR restent le gold standard, bien sûr, du diagnostic. Les données bibliographiques que nous avons, ils rapportent une spécificité qui est excellente pour la PCR avec 99% donc de spécificité, une valeur prédictive positive qui est également assez élevée. Ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de faux positifs. Plusieurs études également rapportent une sensibilité de 56 à 83%. Alors, nous avons ici une PCR positive d'un patient avec la détection simultanée les 3 gènes spécifiques du virus du SRAS-CoV-2 avec une charge virale qui est élevée chez ce patient. Alors, comme je disais tout à l'heure, la PCR, c'est le gold standard pour le diagnostic. Et donc, les données bibliographiques, ils rapportent une spécificité excellente à 99%, une valeur prédictive positive de la PCR qui est très élevée, donc il n'y a quasiment pas, comme j'ai dit, de faux positifs. Plusieurs études rapportent une sensibilité de 56 à 83% de la PCR. Et donc, cette probabilité d'être détectée positive, elle dépendra de la charge virale, elle dépendra de la durée des symptômes, de la sévérité de la maladie, de la qualité aussi du prélèvement. Alors, dans la majorité des situations, une PCR négative, elle permet d'exclure un COVID-19. Il y a une valeur prédictive négative qui est suffisamment élevée pour exclure le COVID-19. Elle tourne autour de 88-95%, ce qui fait que quand on est devant un patient qui a des symptômes cliniques ou radiologiques qui sont
qui sont typiques. Et donc, une PCR négative doit être interprétée avec beaucoup de précautions. Et bien sûr, donc, un deuxième test peut être éventuellement indiqué. Alors, à côté de la PCR, il y a également la détection de l'antigène viral par des tests rapides. Ce sont des tests rapides qu'on peut faire directement sur les prélèvements respiratoires avec un résultat qui est très rapide. Et ces tests rapides permettent de confirmer, bien sûr, de confirmer l'infection COVID-19. Et c'est des tests qui se font directement sur les prélèvements respiratoires. Généralement, le résultat il est obtenu à peu près en 10 minutes. Alors, à côté de ces tests antigéniques, il y a les tests sérologiques qui permettent de rechercher les anticorps qui sont dirigés contre le virus de type IgG et de type IgM. Alors, l'intérêt de ces anticorps en phase aiguë, l'intérêt diagnostique en phase aiguë est controversé parce que généralement, les anticorps vont apparaître 7 à 10 jours après le début des symptômes, mais ils permettent détecter ultérieurement que le sujet a été non contaminé par le virus et ils peuvent confirmer l'infection si présence d'IgM chez un patient qui a un tableau clinique et radiologique qui est évocateur et ils sont maintenant recommandés actuellement pour le suivi virologique ultérieur du patient pour justement évaluer la guérison. Alors, les limites de ces tests sérologiques, alors quand on a une sérologie qui est négative, généralement, c'est qu'il n'y a pas d'anticorps anti-Covid-19 qui sont détectables. On peut avoir une sérologie négative également lorsque la quantité d'anticorps présente, elle est faible et donc elle est inférieure aux limites de détection du test. Et tout dépendra aussi du stade de la maladie. Alors, la question qui reste toujours en suspens, c'est que est-ce que la présence des anticorps signifie que la personne est suffisamment immunisée et bien sûr, pour combien de temps? Alors, selon le protocole de prise en charge des patients atteints de Covid qui a été mis par le ministère de la Santé le 15 avril, donc on parle d'un cas confirmé lorsque soit on a une PCR qui est positive, soit on a la détection de l'antigène viral par test rapide qui est positive, ou alors chez un patient qui a un tableau clinique ou radiologique qui est très évocateur quand on a la présence d'IgM, donc ça confirme également le diagnostic. Alors, concernant le patient qui est guéri, donc généralement, quand on a une amélioration clinique, on considère que le patient il est guéri quand on a 2 prélèvements de PCR qui sont négatifs, qui sont réalisés sur 2 échantillons différents, donc à J9 et à J10, ou alors à J14 et à J15 si les tests de J9 et J10 étaient restés positifs. Ou alors, quand on est devant une séroconversion retrouvée au 15e jour d'hospitalisation, donc l'absence d'IgM, bien sûr, et l'augmentation des IgG. Donc, ça, c'est les critères de guérison, bien sûr, d'un patient atteint d'infection COVID-19. Donc, on peut dire que la PCR sur ce tableau donc, qui a été réactualisé par le ministère de la Santé, donc on peut dire que la PCR elle est indiquée pour la confirmation diagnostique virologique et pour déclarer la guérison après 2 tests négatifs. La sérologie nécessitera de faire un prélèvement initial à J1 et puis par la suite des prélèvements qui vont se faire pour mettre en évidence la séroconversion, c'est-à-dire la disparition des IgM ou la diminution des IgM et l'augmentation bien sûr du titre des IgG. Et donc poursuivre et pour pouvoir déclarer justement à un malade la guérison du patient qui a été infecté. Donc, en conclusion, on peut dire que la pandémie actuelle du Covid-19, elle impose une stratégie diagnostique bien codifiée et rapide pour la prise en charge de ces patients-là, à travers soit des PCR ultra performantes ou des tests rapides à visée diagnostique ou qui vont permettre de dépister les personnes qui ont été infectées. Avec les différents tests maintenant qui sont actuellement disponibles sur le marché, il est très important de faire le tri, de s'assurer de leur fiabilité et bien sûr de valider leur indication, que ce soit pour le diagnostic ou pour évaluer la guérison chez les patients infectés. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Sora, de cet exposé très clair et très concis. Je vais faire un autre appel pour professeur Amro. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il y a des questions? C'est Amine? Oui, nous avons reçu quelques questions. On va essayer de passer quelques-unes. Bon, il y a une question qui concerne le moment
du prélèvement, quand est-ce qu'on va refaire le prélèvement si la première PCR était négative et les lésions scanographiques en faveur du Covid. Professeur Sora, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas entendu très bien. Alors, quand est-ce qu'il faut refaire le prélèvement si la première PCR est négative, mais il y a des lésions scanographiques en faveur du Covid-19? Alors, normalement, on avait dit que normalement, quand on est devant un tableau clinique et radiologique qui est très évocateur et on fait une PCR et la PCR elle est négative, il est indiqué de refaire la PCR généralement 48 heures après ou 3-4 jours après pour essayer de voir est-ce qu'elle s'est positivée entre-temps. Et là, la sérologie aussi, elle peut aider parce que si on a la présence d'IgM, ça nous confirmera le diagnostic. Alors, une deuxième question rapide, professeur Sora. Est-ce que vous pouvez nous dire quel serait l'intérêt du test rapide dans notre contexte? Alors, selon le protocole qui a été mis en place récemment par le ministère de la Santé, donc ils ont positionné le test rapide détectant l'antigène viral comme un moyen de confirmer l'infection Covid. Et le test sérologique, son intérêt diagnostique en phase aiguë reste très limité, vu que les anticorps apparaissent tardivement, mais il pourrait être utilisé pour confirmer l'infection chez un malade qui est très cliniquement suspect, quand on a les IgM positifs, ou alors pour mettre en évidence une séroconversion qui va permettre de dire que le malade, il est guéri. Mais pour cela, il faut un prélèvement initial et un prélèvement qui sera fait par la suite pour comparer et pour mettre en évidence cette séroconversion. Merci, professeur Sora. Je vous remercie, merci. Une question. Peut-être une question. André, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque pour la sérologie? Pour le moment, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est un problème d'installation? Qu'est-ce qui bloque ou un problème de coût? Parce que là, c'est vraiment intéressant. Ça va faciliter et augmenter encore les doutes qu'on a enfin pour recontrôler les PCR. Alors, les tests sérologiques vont être mis à la disposition bientôt parce qu'ils sont en train d'être évalués justement, comme il y a plusieurs kits qui sont disponibles sur le marché. Donc, ils sont en cours d'évaluation pour pouvoir justement les introduire dans la démarche diagnostique, que ce soit pour le diagnostic ou alors pour évaluer la guérison des patients. Merci, professeur Sora, de vos réponses très précises. Donc, on passe à un autre aspect, un aspect qui a pris toute son importance au cours de cette pandémie de Covid-19. C'est l'apport incontournable de l'imagerie dans le Covid-19. Et j'invite professeur Louali à nous éclaircir sur ce sujet. Merci. Ok, très bien. Donc, bonjour tout le monde. À mon tour, je remercie toute l'équipe et professeur Moutawakil, professeur Amin et professeur Younous d'avoir collaboré à cette table ronde actuelle. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. D'accord, très bien. Donc, on va essayer de commencer et de parler rapidement de l'apport de l'imagerie dans le Covid-19. Alors, les moyens d'exploration qu'on dispose, c'est la radiographie standard, la TDM thoracique et l'échographie. Donc, on va essayer de parler de l'apport de chaque moyen d'exploration et bien sûr, comme vous l'avez constaté, que la TDM thoracique reste le gold standard dans le diagnostic et la prise en charge de cette maladie. La radiographie standard, elle a des indications et l'échographie, elle a un rôle très important dans le triage des malades en milieu de réanimation. Pour la radiographie standard, c'est un examen qui est très important donc parce qu'il va permettre de faire une évaluation initiale et bien sûr avoir une idée sur le pronostic. Il permet, devant par exemple un tableau de détresse respiratoire, de faire d'autres diagnostics différentiels comme le pneumothorax, un œdème pulmonaire ou autre pathologie.
La radiographie standard, elle reste un examen très important pour les patients en réanimation non transportables, chez qui on ne peut pas faire un examen scanographique, et bien sûr également les malades qui sont hospitalisés en réanimation, et lorsqu'on a une complication, une détresse respiratoire ou un autre problème, donc on peut réaliser la radiographie standard. Mais il ne faut pas oublier que la radiographie standard, elle a une faible sensibilité et spécificité, elle est peu performante dans le diagnostic des images caractéristiques du Covid-19. C'est-à-dire, si jamais on fait une radiographie standard chez un patient, on trouve des anomalies, si son état le permet, il faut toujours compléter par la radiographie, par la TDM, pour contribuer et rechercher d'autres lésions en rapport avec cette pathologie, et bien sûr pour faire un bilan complet pour le degré de l'atteinte lésionnelle en scanner. Le deuxième moyen d'exploration qui est très important, c'est le scanner. Le scanner, il a une forte sensibilité. Bon, dans la littérature, il parle de faible spécificité, mais je pense, dans notre expérience au CHU Marrakech, je pense qu'on a pu quand même augmenter cette spécificité lorsqu'on fait une très bonne corrélation entre l'imagerie et entre la clinique et lorsqu'on pousse l'interrogatoire. Les indications du scanner sont, lorsqu'on a un patient suspect avec signe de gravité ou comorbidité qui ont été bien établis, en attente du résultat de la PCR. Comme vous savez, on a eu presque un mois sans réalisation de PCR ici à Marrakech. Et là, le scanner, il a pris tout son rôle dans le diagnostic positif et il a contribué à la prise en charge de ces malades et il a contribué également à la décision thérapeutique et même à l'acheminement des malades vers l'unité de soins intensifs et la réanimation. Les patients qui ont une PCR qui est positive avec des signes de gravité d'emblée ou si aggravation secondaire. Pour les gens qui ont des signes de gravité d'emblée, le scanner est indiqué essentiellement, pas pour le diagnostic positif, mais pour faire un bilan lésionnel et surtout avoir des renseignements sur le pourcentage d'atteinte pulmonaire. Et ça, c'est très important pour la prise thérapeutique par la suite. Les patients qui sont hospitalisés, PCR positifs, donc des Covid-19, et s'ils font une aggravation, le scanner, il a un rôle très important pour rechercher d'autres complications, notamment l'embolie pulmonaire. Et bien sûr, le scanner, il va prendre son intérêt pour les autres diagnostics où la radiographie standard ne peut pas faire un diagnostic comme l'œdème cardiogénique ou autres pathologies comme les DDB, les bronchopneumonies. Donc, et tout ça, on l'a vu lors de notre pratique quotidienne. Lorsqu'on fait le scanner, lorsqu'on va faire le scanner, on aura des images typiques. Je pense que tout le monde actuellement, tous les médecins dans le monde entier, donc ils connaissent actuellement l'imagerie du Covid-19. Donc l'imagerie typique, c'est quoi? C'est des images en verre dépoli, en triazépavine, en plage, bilatérale, périphérique et plutôt basale, postérieure. On aura également d'autres signes qui vont orienter vers le diagnostic de cette pathologie et c'est les condensations alvéolaires. Alors, les condensations alvéolaires, ils vont avoir également une répartition en plage, bilatérale, périphérique et plutôt basale. Et ça, on est devant l'aspect typique. Mais il y a, j'attends l'autre diapo qui montre les condensations. Donc, comme je vous ai dit, le scanner, il va montrer des images qui sont typiques, verre dépoli, triazépavine, condensation, mais on peut avoir d'autres lésions qui sont atypiques. Voilà, je pense que ça marche. Alors, on a dit que lorsqu'on fait le scanner, il y a une imagerie typique du Covid-19. Dans les images en verre dépoli qu'on a vu tout à l'heure, le triazépavine, la répartition bilatérale, et bien sûr, on peut avoir également les condensations qui sont en plage, bilatérale,
périphérique et plutôt basale. Et à travers ces condensations, on peut voir des bronchogrammes aériques et parfois des bronchectasies. Là, on est devant une imagerie qui est typique. Et là, l'intérêt, surtout chez les patients qui ont des qui sont négatives, avec un tableau clinique qui oriente à une imagerie, diagnostic qui a permis également à démarrer même le traitement et la prise en charge initiale. Il y a des formes qui sont atypiques, d'accord? Et ces formes atypiques, vraiment, il faut faire attention. On peut avoir des fois une condensation arciforme et linéaire, donc ça passe pas. On peut avoir une atteinte qui est unilatérale, on peut avoir des formes qui sont pneumoniques, et là, l'interrogatoire, l'examen clinique, d'accord, qui prend tout son intérêt pour l'orientation diagnostique. C'est juste une question de lenteur de la connexion. Allô? Ne vous inquiétez pas, il suffit d'attendre, il va charger les images et vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, si on veut récapituler, comme ça, alors tous les gens vont apprendre par cœur cette sémiologie de verre dépoli, d'accord, le verre dépoli qui va se manifester sous forme d'une surdensité qui ne va pas effacer les bords des vaisseaux. Le crazy paving, c'est là chez ce patient, on a l'association du verre dépoli, d'accord, l'association du crazy paving et les foyers de condensation alvéolaire. L'atteinte en plage bilatérale périphérique est plutôt basale, ça c'est l'aspect typique. Mais on peut avoir des atteintes qui sont nodulaires, qui sont bilatérales, asymétriques, on peut avoir des atteintes sous-pleurales, comme on peut avoir des atteintes qui sont parenchymateuses, centrales et des atteintes au contact péribronchovasculaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc pour les formes atypiques, c'est la forme unilatérale, la forme pneumonique isolée ou les formes pneumoniques, d'accord, de siège intraparenchymateux, bilatéral, sous-pleural et basal. Je pense que ça bloque toujours. Et je pense que le scanner, il prend tout son intérêt pour contribuer au diagnostic positif, d'accord, pour contribuer au diagnostic positif, mais également le scanner chez des patients qui ont des PCR positives et qui rentrent dans un tableau de détresse respiratoire, il a une estimation de l'atteinte du patient et pour la prise en charge thérapeutique. Donc, on peut avoir des atteintes qui sont inférieures à 10%, des atteintes entre 10 à 25%, on peut avoir des atteintes du parenchyme entre 25 à 50%, des atteintes entre 50 à 75% et des atteintes supérieures à 75%. Et en général, supérieures à 50%, en général, on trouve souvent une gêne respiratoire, une polypnée et un problème de saturation d'oxygène. Je pense que l'essentiel a été dit en imagerie. Il me reste en général 2 diapos, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme ça on va discuter. De toute façon, il reste 2 diapos. Les formes atypiques et le rôle de l'imagerie, essentiellement le rôle du scanner. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des questions, c'est Amine, professeur Younous, professeur Moussawaki, si vous avez des questions. Oui, oui, là, je vous entends, oui. Dieu Donc, merci. oui, je crois que c'est une excellente présentation qui a mis en exergue vraiment l'importance du scanner et des examens radiologiques dans le diagnostic du Covid. Oui, donc j'attends de voir s'il y a des questions, mais je n'en vois pas dans la partie de la discussion publique. Voilà.
Alors voilà, on a une question. Madame Wali, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Alors la question, quand on traite, c'est la question du professeur Karimi, quand Oui. on traite un patient sur les données cliniques et radiologiques avec une PCR négative, quels D'accord. seraient les critères de guérison en plus de la clinique? Bon, notamment, est-ce qu'on exige un nettoyage radiologique ou est-ce qu'il faut exiger un autre contrôle PCR? Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est-à-dire lorsqu'on traite un patient avec une PCR initiale négative, avec des signes radiologiques très évocateurs. En général, comme elle a dit Madame Sola, la PCR, si elle est négative, on va la refaire à 48 heures, d'accord? Donc, la corrélation, c'est une corrélation qui est clinique, qui est biologique et radiologique. Si on a une PCR qui est négative, normalement, on n'est pas censé refaire le scanner pour dire dans les recommandations pour dire que il faut pas attendre le nettoyage radiologique, c'est-à-dire au 10e jour pour dire que le patient il est guéri. On peut avoir des lésions qui peuvent persister, mais c'est des lésions en général qui sont séquelaires. D'accord. Les patients, on a eu une expérience concernant les patients qui ont été hospitalisés et chez qui ils ont présenté quelques problèmes en cours du traitement, en fin de traitement, des petits problèmes, des petites gènes respiratoires ou des douleurs, et on a fait le scanner, on a trouvé chez pas mal de patients une amélioration de la symptomatologie radiologique et chez d'autres, on a vu un aspect qui est stable, mais ce sont des patients qui se sont bien améliorés. Donc, on ne va pas interpréter une image, mais c'est un ensemble d'éléments. Et en général, la PCR, là, il y a quelques patients chez qui le diagnostic de Covid avec la première PCR qui a été négative, la deuxième PCR, elle était négative. On a eu même un patient avec la PCR au 10e jour qui était négative, d'accord? Et cliniquement, le patient, il s'améliore et chez qui on a fait un scanner et on avait une amélioration clinique et persistance de quelques lésions de nature séquelaire. Je ne sais pas, est-ce que j'étais claire dans ma réponse? Excellent, Madame Wali. Alors, je vais vous poser quelques questions, mais qui seront rapides avant de donner la parole au professeur Younous qui veut lui aussi poser une question. Mais des questions rapides, vraiment. Est-ce que lors de votre pratique, est-ce qu'il y a eu des atteintes pleurales? Alors, l'atteinte pleurale, alors il y a quelques atteintes qui sont vraiment exceptionnelles. C'est les épanchements. Vraiment, on a eu 2 ou 3 cas chez des patients qui sont suspects Covid. Vraiment, c'est des discrets épanchements pleuraux. On n'a pas eu d'adénopathie médiastinale, c'est-à-dire en rapport avec une pathologie Covid. On n'a pas eu d'image d'excavation, c'est-à-dire des pneumonies excavées. Donc, l'excavation, l'épanchement pleural et les adénopathies, non. Dans notre expérience, non. Pas en rapport avec le Covid. Deuxième question. Est-ce qu'on peut utiliser le scanner en post-mortem pour poser le diagnostic des cas suspects? J'ai pas. Alors, post-mortem pour les patients, là, c'est une question du médecin légiste. Oui, c'est le professeur Demi qui a posé cette question. On a le droit. Moi, je dirais ce qui a été discuté dans pas mal a été discuté, c'est de faire la biopsie, c'est de faire la biopsie pulmonaire en post-mortem. C'est la biopsie pulmonaire pour avoir une idée sur le type de lésions qui ont causé plus ou moins la mort et plus ou moins pour comprendre la physiopathologie de cette entité qui reste quand même mal connue. Dernière question avant de passer la parole au professeur Younous. Est-ce qu'il y a une bonne corrélation entre les signes radiologiques et la gravité clinique? Oui, je pense que notre expérience qui date depuis 1 mois exactement, il y a une très bonne corrélation. En général, lorsqu'on trouve chez des patients une dyspnée, surtout les signes radiologiques type dyspnée, les problèmes essentiellement de saturation, la polypnée en général, on trouve des atteintes qui dépassent les 50% de l'atteinte du parenchyme pulmonaire. En même temps, on a vu chez des patients contact positif, enfin des patients avec des PCR positifs, avec une discrète symptomatologie respiratoire qui est faite du tout, on a vu des lésions qui sont minimes.